Chérif, nous poursuivons avec l'invité de la rédaction. Je le disais tantôt avant l'édition en français, il s'agit de Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui est le coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg et coordonnateur ou cofondateur, on va dire, de la plateforme Aar Li ñu bokk. Le prétexte de son invitation aujourd'hui, il s'agit de la manifestation annoncée par la plateforme Aar Li ñu bokk, qui est toujours dans l'esprit de pouvoir faire en sorte de mettre la pression, on peut le dire ainsi, sur nos autorités pour que la gestion de nos ressources naturelles se fasse de manière transparente. C'est bien ça? C'est bien ça, Aram. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à Chérif. Et c'est un plaisir d'être ici, effectivement, pour partager ces moments avec vous de réflexion sur le pétrole et le gaz et sur la plateforme Aar Li ñu bokk. Une autre manifestation prévue au mois de septembre, pardon. Oui. Pourquoi avoir senti le besoin de faire ça à ce moment précis de l'année? Oui, effectivement, il y avait déjà une série de manifestations, comme vous le savez. Et il y a une semaine, nous avons évalué nos actions et lancé un nouveau plan d'action, une nouvelle façon. En fait, c'est dans la même séquence, mais comme dans ce type d'activité, il faut à un moment donné évaluer les choses, voir s'il faut changer de stratégie et pour amplifier la lutte et avoir un peu plus de résultats. Et c'est ce que nous avons fait. Et depuis la semaine dernière, nous avons lancé une nouvelle démarche avec la campagne Occupy qui se fait au Sénégal et dans la diaspora et qui consiste à aller directement auprès des Sénégalais, partout où ils sont dans les lieux de vie, pour leur parler, pour les sensibiliser, de prendre le temps de leur expliquer les enjeux. Parce que ce que nous avons vu, nous nous sommes rendus compte, en fait, en cheminant avec beaucoup de Sénégalais, c'est qu'à chaque fois que nous avons pris le temps d'expliquer les enjeux du pétrole et du gaz, qu'ils comprennent que ce n'est pas une bataille politique contre un pouvoir, ce n'est pas contre Macky Sall ni contre quelqu'un d'autre, mais c'est pour créer les conditions d'une gouvernance vertueuse, pour mettre en place des mécanismes de gestion transparente, conformément d'ailleurs à la Constitution. Oui. Parce que vous le savez, depuis 2016, l'article 25.1 de la Constitution accorde la propriété exclusive des ressources naturelles au peuple sénégalais et dit que ces ressources doivent être gérées dans la transparence, dans la bonne gouvernance et pour l'intérêt des Sénégalais. Et cela étant, nous avons constaté que les Sénégalais comprenaient ça, et qu'à chaque fois qu'ils comprenaient, ils nous rejoignaient dans ce combat, justement pour montrer au pouvoir qu'ils ont intérêt à changer de cap parce que la procédure actuelle n'est pas bonne. Changer de stratégie, cela veut dire que la première n'a pas été bonne, n'est-ce pas? Pas forcément. La première peut être bonne, elle peut être améliorée. Nous avons Pourquoi l'avoir changé alors? Mais il faut évoluer. Nous sommes dans une approche qui est politico-citoyenne, politique parce que tout est politique, mais citoyenne parce que la Aar Li ñu bokk a été composée de partis politiques, de mouvements citoyens, d'associations et autres. Oui. Un combat, une lutte de cette nature ne peut pas se faire sur une seule séquence. Il arrive un moment où vous vous dites, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait, parce que l'approche, la première stratégie, c'était de faire comprendre. S'il n'y avait pas eu Aar Li ñu bokk et sa mobilisation, il n'y aurait peut-être pas eu tout ce qu'on a pu faire. Les lignes ont bougé, des acteurs ont été, une enquête a été ouverte, peu importe ce qu'elle a donné pour le moment, on pourra y revenir, et des activités ont été menées dans la diaspora. Les Sénégalais ont senti finalement que c'était important qu'ils se préoccupent de leur pétrole et de leur gaz et des ressources, et que c'est pour aussi les générations futures et qu'il fallait en parler. Donc, je vous pose cette question parce qu'on a constaté que lors des premières manifestations qui ont connu quand même des succès, mais après ce fut le flop comme à Guédiawaye et partout ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas eu cet essoufflement qui a occasionné justement le changement de cap? Écoutez, ce qu'on essaye de faire simplement et de dire, c'est que l'évaluation a montré cela, effectivement, et il n'y a pas une seule forme de lutte. Nous avons fait des rassemblements qui ont marché à un moment donné. À d'autres occasions, il y a eu une série de circonstances qui ne peuvent pas être des facteurs explicatifs simples, mais qui ont permis de comprendre que ça ne pouvait pas se faire seulement sur des manifestations tous les vendredis. C'est lassant. Finalement, tout le monde ne peut pas venir. Quand bien même ils le voudraient, des gens de chez eux peuvent être avec nous dans cette bataille, mais ne peuvent pas se déplacer tous les vendredis. Nous avons dit, il faut espacer les rassemblements. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. Il faut aller les voir directement sur le terrain pour leur parler. C'est une nouvelle forme de lutte sur le même objectif et les mêmes ambitions. Vous a apporté une satisfaction, quelque chose qui est arrivé et que vous vous dites c'est grâce à notre combat? Absolument, il faut évaluer cette lutte par rapport à l'objectif initial et aux résultats obtenus. La première chose que nous voulions faire, c'est d'en faire un débat. Dans une démocratie, il faut avoir par moment la possibilité de poser des débats publics sur des sujets d'intérêt commun. Et c'est ce que nous avons réussi à faire sur les contrats de Petro-Tim. Autrement, ça aurait passé comme peut-être d'autres sont passés.
faire en sorte que les Sénégalais en parlent partout et que le gouvernement soit obligé de réagir. On a dit les contrats ont été publiés, une enquête a été ouverte. Un des accusés... Présent, les gens sont restés sur leur faim. On n'en sait pas plus. Ça prendra certainement du temps et nous en sommes conscients. Un des protagonistes de cette affaire a démissionné de son poste. Ce n'était pas une de nos demandes, mais cela a été fait. C'est grâce à cette lutte. Une enquête a été ouverte par le procureur. Des actions judiciaires sont enclenchées à l'étranger, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Des Sénégalais de la diaspora se sont levés spontanément pour mettre en place... Justement, quel est l'état de ces dossiers aux États-Unis et en Grande-Bretagne? Ces dossiers avancent. Nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment, mais ces dossiers avancent et je crois que très bientôt, on pourra avoir des informations là-dessus. Mais il est clair, et nous l'avons déjà dit, si la justice n'est pas rendue au Sénégal, elle le sera ailleurs, parce qu'on ne peut plus s'enfermer dans son pays, gérer les choses comme on le veut et penser que rien n'arrivera. Bon, puisqu'on parle de pétrole, on peut aller en profondeur. Vous l'avez dit, hein, le procureur de la République avait demandé à la DIC quand même d'entamer les interrogatoires. Maintenant, c'est fini. Il a transmis le dossier au doyen des juges. Apparemment, vous n'avez pas confiance à la justice sénégalaise. Pourquoi? Ce n'est pas à la justice sénégalaise de manière générale. Nous n'avons pas confiance aux actes qu'ils sont en train de poser, en particulier le procureur de la République, parce qu'aucun des actes qu'il a posés... Mais il n'a plus le dossier en main, c'est le doyen des juges. Il ne s'agit pas seulement de prendre le dossier en main. Nous sommes en mesure, nous avons des experts, les Sénégalais peuvent comprendre quand une procédure judiciaire est normale, quand ça suit les sentiers habituels de la justice. Nous savons comment se passe une procédure pénale. Le procureur a choisi la voie la plus inappropriée, il a choisi la voie la plus improbable, c'est de faire appel à témoins. Quand vous faites appel à témoins, finalement, vous vous dites « je n'ai pas reçu assez d'éléments, maintenant je recherche X », c'est la meilleure façon de dire « je ne retrouve pas X », donc le dossier est classé sans suite. Et le fait qu'il ait visé des infractions assez larges, c'est une façon pour lui de finalement dévier les choses et que même le doyen des juges ne pourra pas, sur la base du dossier qu'il recevra, il pourra simplement dire « je n'ai pas assez d'éléments ». Lui aussi, il est indépendant, je veux dire. Le doyen des juges n'est pas tellement lié au travail du mais sachant comment le Sénégal marche, jusqu'ici, nous avons vu un ministre de la Justice qui a pris fait et cause, qui se prend lui-même pour la justice finalement. Nous avons vu le procureur qui écrit sous la dictée du ministre de la Justice, qui lui-même agit, parle et fait sous la dictée du président de la République, qui lui-même a déjà dit et a parlé de son frère, et en train d'essayer même de disculper son frère. Quand on met en place ces trois éléments-là, on se dit finalement cette procédure... On revient à ce que disait Chérif tout à l'heure. Ça fait déjà une opinion par rapport à la justice et vouloir réclamer justice, c'est un peu paradoxal. Notre rôle de citoyen, c'était de saisir la justice, cela a été fait. Tous les actes qu'ils ont posés, eux, ne correspondent pas ou ne sont pas dans le sens, ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Nous sommes donc fondés à se dire, finalement, comme la démarche qu'ils ont suivie n'est pas la démarche appropriée, nous les laissons seulement arriver au bout de leur logique. Nous présumons qu'ils se rendent à cette destination, mais de toute façon, quoi qu'ils puissent faire, nous continuerons nos démarches parce que, comme je l'ai dit, la justice se rendra au Sénégal ou elle se rendra ailleurs. Elle se rendra aujourd'hui sous ce régime ou sera rendue sous un autre régime. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que... Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ce que peut-être les tenants du pouvoir font ou ce que vous leur reprochez, c'est-à-dire mettre la pression sur la justice? Parce que dans vos préliminaires de la conférence de presse, vous dites par exemple que le doyen des juges est en train justement d'ouvrir une information judiciaire qui va aboutir à un non-lieu, alors qu'on n'en est pas encore là. Nous avons entendu un président qui a parlé en frère d'un accusé ou de quelqu'un qui a été mis en cause, qui n'a pas parlé en tant que président de la République. Nous avons vu un procureur de la République qui avait une panoplie d'options, mais dont les plus simples sont parmi celles qui ont été utilisées contre Khalifa Sall, contre Karim Wade, contre quelqu'un d'autre. Ils savent quand ils veulent faire une action judiciaire normale par où passer. Il a passé outre, il a choisi une voie inappropriée. Cela nous fonde à nous dire finalement que sa procédure, il veut aller quelque part. Nous sommes des citoyens, nous sommes libres, nous sommes en démocratie partout dans le monde. Vous voyez tous les jours des citoyens manifester contre ceci ou cela. Si vous l'appelez mettre la pression sur la justice, ainsi soit-il. C'est notre droit de dire la voie que vous avez choisie n'est pas la voie appropriée. Nous continuerons de le dire parce que nous espérons pouvoir vous faire rendre compte que vous n'avez pas choisi la voie appropriée et que vous puissiez changer de cap. Il n'est pas trop tard pour qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, ben nous tirerons les conséquences et nous continuerons à agir pour que un autre dossier sous les feux des projecteurs, celui du fer de la Falémé. Doit-on aujourd'hui se fier de manière assez entière, on va dire, de la déclaration de Ousmane Sonko par rapport à l'exploitation de ce contrat-là par la société Tosyali? On a vu quelques
quelque part également le ministère des Mines faire une sortie pour apporter la réplique ainsi que le DG de l'APIX. À quelle version devrait-on se fier? À la version simple qui est déjà sur la place publique. Vous parlez de M. Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas dans un document? Je crois qu'il n'a pas inventé de chiffres. Quand un document est sur la place publique et que dans ce document, il y a la signature d'une autorité qui est un ministre de la République, ce document peut faire foi jusqu'à preuve du contraire. Et un gouvernement ne peut pas mettre la signature d'un ministre sur un document et de dire finalement les engagements qui sont consignés dans ce document n'ont pas été pris par un document qui a été revu. C'est ce qu'ils ont dit. Mais au moins, ce qu'il faut comprendre et le reconnaître, c'est que cette affaire ne date même pas de la conférence de presse de Ousmane Sonko. Avant même l'élection présidentielle, 11 candidats à l'élection présidentielle avaient signé une déclaration, une lettre commune, demandant au président de la République de ne pas signer le contrat de Tosyali. Ils avaient déjà évoqué un certain nombre de griefs par rapport à cette exploitation. Tous membres de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'ils sont des opposants qu'ils sont moins patriotes. Ils ont senti qu'il y avait un danger sur les ressources naturelles et ils ont sorti une lettre. Le président a passé outre. Ils ont continué dans leur voie en laissant une ressource aussi importante dans un contexte aussi important que celui que nous vivons dans notre pays entre les mains de fonctionnaires. Parce que lorsqu'ils se sont expliqués finalement, ils ont dit quoi? Il y a une équipe, un comité de négociation qui est composé de fonctionnaires de différents ministères, mais on ne peut pas laisser les ressources du Sénégal entre les mains des fonctionnaires simplement. Mais il y a des experts aussi quand même. Mais c'est qui les experts? Dans le document qu'ils nous ont montré, censé conseiller l'État du Sénégal. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, dans une gouvernance vertueuse, il y a quand on gère un pays, il y a le niveau politique, il y a le niveau technique, ce sont les fonctionnaires, il y a le niveau éthique où on interpelle sur les valeurs et ce que le pays veut. Vous ne pouvez pas vous enfermer avec des ministères et des fonctionnaires, négocier des ressources sur lesquelles la Constitution a déjà dit clairement que ces ressources appartiennent au peuple et doivent être gérées dans la plus grande transparence. N'eût été la lettre des opposants d'avant les élections, n'eût été la conférence de presse de Ousmane Sonko, le DG de l'APIX ni le ministère des Mines n'auraient senti le besoin, n'auraient daigné informer les Sénégalais. Cela viole même la Constitution. Ils disent dans leur communiqué que le projet qui doit être réalisé avec Tosyali ne concerne que 1/10 de la concession totale. Et vous reconnaissez avec moi qu'ils sont dans la réaction. Ces informations, les Sénégalais auraient aimé les avoir bien avant. Un gouvernement doit être responsable. En fait, le problème avec ce gouvernement, c'est qu'ils ne comprennent pas que les changements qui ont lieu un peu partout dans le monde, la transparence est devenue une obligation dans la gestion d'un pays. Et ils n'auraient pas dû attendre que l'opposition ou la société civile ou d'autres citoyens aillent faire des demandes impérieuses sur ces choses. Ils auraient dû informer l'Assemblée nationale sur ce dossier. Mais l'Assemblée nationale devrait faire son travail et ça aussi c'est regrettable. C'est pourquoi j'ai dit sur des dossiers aussi importants, compte tenu de ce que la Constitution de 2016 dit et du fait que la Constitution donne la primauté des ressources aux Sénégalais, l'exclusivité, on devrait avoir des mécanismes pour que dans ce genre de cas de figure, on ait au moins une structure, à défaut d'aller à l'Assemblée nationale pour en faire un débat dans des commissions, qu'on ait une commission nationale des accords et contrats. À quoi sert le COS-Pétrogaz alors? Mais le COS-Pétrogaz sur le code pétrole et le gaz, c'est encore une fois un club, ce sont encore les gens autour du pouvoir, c'est une sorte de structure interministérielle ou autre, qui est composé de gens du pouvoir et de conseillers du président. Ils disent que ce serait ouvert à la société civile et à d'autres. Soit, si c'est fait, c'est bien, mais il faut aller, parce que c'est un COS-Pétrogaz. Il faut... Est-ce que vous pensez quand même que le gouvernement va reculer avec la pression que vous comptez exercer sur lui à travers les marches, par exemple? Nous faisons ce que nous avons à faire. Et nous savons qu'aucun gouvernement au monde ne peut être plus fort que son peuple. Parce qu'on a vu le président la semaine dernière sur RFI dire que c'est une aberration, par exemple, sur le pétrole, etc. Il a la liberté de voir les choses. Il y en a avant lui qui avait dit que tout ce qui se passait dans le pays, c'était qu'une brise. Malheureusement, cette brise l'a emporté finalement. Je pense que le président Macky Sall ferait une grande erreur sur sous-estimer la volonté et la détermination des Sénégalais à avoir des mécanismes de transparence. Le combat n'est pas un combat pour nous, c'est un combat d'avant-garde, c'est pour les prochaines générations aussi. Et nous voulons que les mécanismes appropriés soient installés pour que la transparence s'installe. En peu de mots, deux questions. L'une, c'est sur Adama Gaye, le journaliste. Sur son état de santé qui serait en train de se détériorer. J'aimerais avoir la position de Arly Bok et également l'autre question qui porte sur aujourd'hui les factures téléphoniques qui sont revues à la baisse, on peut le dire, par le chef de l'État.
Oui, alors sur le cas Adama Gaye, c'est avec peine que j'en parle parce que c'est un dossier douloureux, cela nous peine tous. Et je crois que le gouvernement, là aussi malheureusement, est en train de faire une très très grande erreur. Condamner Adama Gaye sur la base de l'infraction qu'on lui colle, notamment offense au chef de l'État dans le contexte actuel de notre démocratie, est une grande erreur, c'est une faute. Il faut qu'il recule là-dessus. Adama Gaye n'a pas sa place en prison, il faut qu'on le laisse partir, d'autant que sa santé serait en train de se dégrader. Donc je crois qu'il faut... les factures Et bien sur les factures également, c'est comme quand vous avez en face de vous un malade de paludisme et que vous lui donnez du paracétamol, ça baisse sa fièvre mais ça ne le guérit pas. C'est déjà ça. Parce que le gouvernement a eu pendant 7 ans une gouvernance de dilapidation. Ils ont dépensé sans compter. Aujourd'hui, ils savent qu'ils sont quasiment en faillite. Et réduire les factures de téléphone, c'est déjà ça. C'est pas mal, parce que c'est de l'argent que nous allons gagner. Mais il faut qu'ils aillent plus et réduisent le train de vie de l'État de manière drastique. Merci beaucoup, Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui est coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal. Merci également à Chérif Dia. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 19h. Excellente soirée sur la TFM.